Nous avons vu avec M. Tahar Toujgani, le président du Conseil, que les avis juridiques changent avec le changement du temps et le contexte. Si vous voulez, on peut prendre un exemple de la naturalisation des immigrés. Il y avait un temps où les fuqaha étaient contre la naturalisation. Et avec le temps et avec le comportement, les avis juridiques par rapport à cette question ont changé. Donc, le fiqh, en fait, son rôle est d'apporter des solutions pratiques à des questions qui ont un rapport avec le contexte où nous vivons. Donc, de cette approche du côté musulman et des fuqaha, comment ils voient fiqh al-waqi', fiqh al-aqalliyat, on va passer à monsieur le professeur Louis-Léon Christians. Louis-Léon Christians, c'est un professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est titulaire de la chaire de droit des religions et il va nous parler de quelle spécificité pour le statut juridique de l'islam en Europe. Donc la parole est à lui. Un grand merci, monsieur Christians. Merci beaucoup. Je voulais vous donner donc 5 exemples, simplement 5 exemples, de la façon dont les choses peuvent se gâter. À savoir, 5 portes qui ne sont peut-être pas nécessairement comprises par les fidèles musulmans, et 5 portes qui ne sont pas nécessairement comprises non plus par les autorités locales, étatiques. Premier exemple, le premier cas de foulard islamique porté par une élève dans les écoles publiques belges en 1995. Il fallait le temps que la France fasse promotion. Et que se passe-t-il dans cette école? Ah, merci. Voilà les 5 portes que je vous exposais. Et vous voyez qu'à chacune de ces portes, à gauche, correspond un régime juridique à droite, un régime juridique européen à droite. Alors que font nos journalistes? Que font certaines des autorités européennes? Eh bien, vous allez le voir, j'ai essayé de faire ça sur ce PowerPoint. Voilà. Elles mélangent à tort et à travers les portes. Et elles vont donc faire entrer le référent islamique par une porte qui n'est pas la bonne. Et puis ils vont lui appliquer donc un mauvais régime juridique étatique, tout simplement local. Je vous donne donc ces 5 exemples. Celui que j'étais en train d'exposer sur cette élève, cette première élève en 1995, eh bien, que va lui dire le juge? Il va lui dire, mademoiselle, vos grands-parents sont d'origine turque. Et en Turquie, en ce temps-là, le foulard, notamment dans les universités, comme on le sait, était prohibé. Donc, quel est votre droit à prétendre porter le foulard? Donc, que fait le juge? Il nous fait un raisonnement de droit international privé. Il vous dit, votre nationalité, elle se rattache à la Turquie a une loi de droit public non exportable, mais enfin néanmoins, et je vous l'applique. Donc, vous ne pouvez pas parler. Alors que, quelle est évidemment la porte qu'est en train d'invoquer cette jeune élève? Elle invoque sa liberté de religion. Elle invoque sa liberté d'expression, de s'habiller comme elle le souhaite. Et quand on invoque la liberté d'expression ou de religion, on ne doit pas invoquer sa nationalité. On n'invoque pas sa nationalité pour bénéficier de la liberté de religion. Elle est garantie sur le territoire, notamment sur le territoire du Conseil de l'Europe, sans égard à la nationalité des personnes, peu importe la nationalité. Donc voilà un juge qui part de la liberté de religion et puis qui s'en va chercher une loi étrangère. C'est donc une grave erreur. Je vais vous donner quelques autres exemples qui ne sont pas toujours négatifs. La Cour constitutionnelle de Belgique a été amenée à statuer sur la polygamie qui subsiste après le décès
de l'homme auteur de la polygamie, qui laissait une veuve sur le territoire belge, en l'occurrence, et une veuve au Maroc. L'administration belge, dans ce cas-là, va diviser la pension de survie entre les deux veuves. Donc aucune n'aura la pension complète de son défunt mari, mais chacune aura une moitié. Et évidemment, la femme résidant en Belgique pensait qu'elle aurait une pension entière et donc va se plaindre. Et la Cour constitutionnelle de Belgique va estimer, dans ce cadre-ci, que ça ne fait aucun problème de diviser la pension entre plusieurs veuves musulmanes, dans la mesure, va dire la Belgique, où les Belges eux-mêmes sont polygames, les Belges non musulmans sont eux-mêmes polygames, dû à un taux de divorce très élevé. Et donc la Cour fait ce jeu de mots classique dans la littérature francophone entre une polygamie instantanée et puis une polygamie successive. Et la Cour constitutionnelle de Belgique rappelle que quand un fonctionnaire décède en Belgique, sa pension est divisée entre les différentes femmes qu'il aura eues successivement dans le temps, ou les différents maris, différents conjoints qu'il aura eus au cours de sa carrière. Et donc voilà comment, ici aussi, on peut réfléchir, c'est un simple exemple. Voilà, j'ai parlé de cet exemple-ci. Un élément intéressant dans la jurisprudence belge de ces années 90 sur le foulard, c'est que ces juges belges ont fini par adopter le critère suivant. L'élève présente-t-elle une interprétation non manifestement déraisonnable de ce qu'elle ressent comme une obligation de s'habiller de la sorte. Donc le juge belge dit « je ne suis pas capable d'apprécier la validité interprétative du référent à l'islam », mais c'est important de voir que cette élève n'est pas une élève capricieuse, qui veut simplement empêcher l'école de fonctionner comme à l'habitude. Non, elle a une capacité, elle a fait un effort d'interprétation de sa propre conviction. Et c'est cet effort d'interprétation qui a été salué par un certain nombre de juges pour donner raison à l'élève, sans pouvoir évaluer théologiquement ou religieusement la pertinence. Donc, mauvais exemple quand on se réfère à la Turquie, mais bon exemple, me semble-t-il, d'un juge étatique qui essaie d'entrer un peu, mais pas trop loin, dans l'interprétation de la règle de l'islam. Donc encore 2-3 exemples, et puis j'ai terminé, pour en discuter si vous le souhaitez. Un exemple ici qui est catholique, mais néanmoins souhaité vous le proposer, pour dire à cette occasion-là que quand la réflexion se fait sur l'islam sur terre d'Europe, il faut aussi que les fidèles musulmans comprennent ce qui est en train d'arriver aux autres religions qui sont présentes sur le territoire. Et que peut-être qu'il leur arrive des choses étonnantes aussi dans un univers sécularisé et laïcisé. Donc je pense que c'est intéressant de voir que ce qui va arriver à une tradition ou à un référent islamique peut également éventuellement arriver à d'autres références. C'est intéressant de le voir pour montrer que l'islam n'est pas toujours totalement spécifié par rapport à d'autres traditions. Donc voilà l'exemple. C'est une mère catholique qui demande le baptême catholique de son enfant. Et le père, qui n'aime plus la mère, va donc s'opposer au baptême. Alors il dit « je suis athée, je suis devenu athée récemment, depuis que je t'ai connu, ça va, je suis devenu athée, et donc je ne veux pas le baptême ». Et on se retrouve devant le juge de l'État, où la mère sollicite l'autorisation de baptiser son enfant contre la volonté du père. Eh bien, le juge a déjà répété ça plusieurs fois. La première chose que le juge va dire, c'est aujourd'hui, dans une société sécularisée, le baptême chrétien a perdu toute signification sociale. Le baptême chrétien a perdu toute signification sociale. Oh, voilà. Religion traditionnellement dominante, non, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et puis le juge continue, et il dit, mais puisque ça n'a plus aucun sens, ben je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Vous pouvez baptiser votre enfant, puisque ça n'a pas de sens social.
Et le juge dit au père, mais de quoi vous plaignez-vous puisque vous n'y croyez pas? Donc, simplement pour vous dire que voilà un bien étonnant raisonnement qui consiste à dire que pour autant qu'on mette peut-être un genou à terre, pour autant qu'il y ait une sorte d'humilité, peut-être d'humiliation évidemment, ici, à la mère, on lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire du baptême chrétien ?» Mais puisque ce n'est plus rien, je vous l'accorde. Donc, voilà aussi comment fonctionne le droit de la famille, ici ou là, et je pense que c'est intéressant de le voir. Dernier exemple, je m'arrêterai là. Ici à la frontière franco-belge, comme vous savez, il y a quelques années, il y a eu un grand scandale, il y a toujours des scandales, la France adore ça aussi, et donc ça passe la frontière. Il y a eu un scandale à cause d'un quick à Roubaix, un quick qui est devenu un quick halal. Et donc, ce n'est, voilà, d'ailleurs il est toujours là, et voilà la devanture. Donc on travaille beaucoup aussi en Belgique sur cette question, avec les étudiants des facultés de droit. Pour dire, c'était une polémique purement politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le maire de cette ville qui s'énervait. Mais en droit, que peut-on faire? Bien, en droit, un restaurant, c'est une réalité contractuelle. Contrat avec les fournisseurs, contrat avec les employés et contrat avec les clients. Voilà. Et dans la mesure où ce quick halal est ouvert à tous, toute personne qui souhaite manger de tels plats halal, est la bienvenue. Il n'y a pas un contrôle de religion à l'entrée de ce restaurant-là. Il n'y a pas de tri du personnel non plus, mais on pourrait même imaginer d'envisager un regard sur l'identité religieuse du personnel, dans la mesure aussi l'entreprise de tendance, au sens de la directive 2000/78 de l'Union européenne. Donc on pourrait se poser cette question-là. Mais arrive la dernière question que je voulais vous soumettre. C'est la suivante, et vous la connaissez bien évidemment, mais c'est qui affirme, qui certifie que ce quick halal est bien un quick fournissant des produits halal. Voilà. La réponse en droit des contrats, dans l'autonomie du droit des contrats à l'européenne, elle réside précisément dans le contrat lui-même. Donc, qui définit le halal dans un contrat de ce genre? Le premier responsable, c'est l'accord de volonté entre le restaurateur, le gérant du restaurant, et le client qui entre. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux sur la définition du label du produit qui est vendu? S'il y a un accord, tout va bien. Alors, on va me dire, il y a des certifications. On peut demander une certification à une association ou à une autorité religieuse pour dire que ce produit-là est bien halal, il est certifié. Mais ce n'est pas une obligation étatique. C'est un choix des contractants. C'est un choix des deux contractants. De dire, pour moi, sera halal le produit, l'alimentation qui aura été certifié par telle autorité, voilà le logo, voilà le label. Mais ce n'est pas une obligation contractuelle. Donc, par exemple, on pourrait imaginer, j'invente, mais on pourrait imaginer un restaurateur qui va dire, la définition du halal, c'est moi-même qui la donne, je suis un autodidacte, je fais fort attention au respect des traditions, je donne ma propre définition. Alors si vous appréciez ma définition, entrez, je vous en prie, venez dans mon restaurant. C'est donc simplement, pour conclure, dire que voilà, 5 portes, il y en a donc la 5e porte, si j'ai encore le temps pour la 5e porte, la 5e porte, les concepts, vous vous souvenez, les concepts un peu généraux que nécessairement les droits portent avec eux. Donc, l'histoire de ce jeune couple français de religion musulmane qui se marie, sans doute un mariage un peu organisé par les parents, mais enfin néanmoins ils se marient civilement, et la nuit de noces, le jeune mari comprend que sa femme n'est pas vierge. Voilà. Et donc le lendemain commence une sorte de contentieux, et finalement, le contentieux va porter sur la qualité essentielle de l'épouse. Et le garçon va dire, il manque une qualité essentielle. Hein.
d'après la tradition de l'islam, mais sans doute aussi chez les chrétiens, c'est qu'elle n'était pas vierge. Et donc là aussi, vous vous souvenez, sans doute il y a quelques années, à Douai en France, ça passait à Frontières aussi, donc il y a eu un énorme contentieux parce que certains hommes politiques ont dit que la virginité n'était plus une qualité essentielle du mariage français. Mais c'était écrit nulle part. C'était écrit nulle part. Et donc finalement, le parquet a été appelé par le ministre à interjeter appel contre la décision de nullité de première instance pour s'opposer à la nullité. Et puis finalement, ces braves ont divorcé comme tous les Français divorcent. Donc on pouvait contourner la loi de nullité. Mais ils pensaient que c'était bien cette erreur essentielle qui portait le témoignage de ce qu'ils avaient vécu. Bon, alors. Et je vais m'arrêter en donnant un autre exemple. Et c'est là qu'on peut avoir quelques questions sur le respect des traditions de l'islam à travers des concepts ouverts. C'est que la Cour de cassation a eu l'habitude, dans la fin des années 90, donc quelques années avant, c'est pas longtemps, de statuer sur la nullité du mariage d'un époux catholique. Et l'épouse avait dit à son mari, je veux que tu sois libre non seulement civilement, mais que tu sois libre aussi religieusement. Ah, il était marié précédemment. Avait-il obtenu une séparation, une nullité de mariage devant les tribunaux de l'Église catholique? Et il avait répondu, oui, je suis libre civilement et libre religieusement. C'était un gros mensonge. Il n'était pas libre religieusement. Civilement, oui. Religieusement, non. Quand sa femme, quelques semaines après, tout d'un coup commence à comprendre que son mari n'est pas libre religieusement, il est toujours religieusement marié à une autre, elle va dire, il y a un problème sur la qualité essentielle de mon mari. La qualité essentielle, c'est qu'il était libre religieusement, il ne l'est pas. Et la Cour de cassation de France a tout à fait accepté. Elle a dit oui, chez les chrétiens, catholiques, le mariage est indissoluble, il faut une nullité, c'est un sacrement. Et donc c'est une erreur. Et donc je pense que là on a un problème, évidemment. C'est que c'est pas la République française laïque, me semble-t-il, qui peut dire si facilement qu'un sacrement religieux de mariage est une qualité essentielle, tandis que la virginité ne le serait pas. Voilà. Et donc je pense que c'est à ça aussi que sert, si je puis dire, l'islam en terre d'Europe. C'est d'aller lever un certain nombre de lieux où se passent des discriminations conceptuelles. Hein, voilà. Donc je vais m'arrêter ici. 5 portes, à chacune de ces portes, une réglementation étatique, et un certain nombre de personnes, que ce soit les fidèles musulmans eux-mêmes, ou que ce soit les autorités étatiques, ne comprennent pas qu'il y a une pluralité de portes. Et ils se trompent. Et ils ouvrent de mauvaises portes pour poser un certain nombre de questions. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez à une solution qui ne tient pas la route ni au regard de l'islam, ni au regard des droits européens eux-mêmes. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Merci.